mais cette directrice-là, mais elle ramasse des millions et se partage avec le ministre chaque mois. Je vous ai toujours dit ça, au niveau de l'EPAM. Mais sur aussi les images, vous avez vu la gouverneure de Lomé, Madame Kansa, elle était précédemment ministre des Travaux publics. Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. Mais c'est eux qui ont fait toute la gabégie au niveau de l'attribution des travaux publics au Togo, la corruption. Donc, comment vous pouvez imaginer que même les papas, voilà moi qui les géré et pas mal. Mais elle ramasse des millions et se partage avec les ministres et les gouverneurs chaque mois. Mais est-ce que Gakoué de Djolasiga, comment ils sont assainis à Tikoudia, on a du pavé à Djolasiga, mais nous, nous avons retenu de les. Mais c'est elle que le ministre appelle pour venir s'asseoir pour dire oui, il faut réfléchir à la question des inondations. Vous voyez comment ces gens se moquent des Togolais. Chaque mois, chaque 2 mois, au mana, jetons de présence, beaucoup d'argent que les PAM distribuent au ministre, à la gouverneure, la directrice elle-même, les employés. Les bons de carburant, c'est des dizaines de millions qui se partagent. Et Gawa, on les Djolasiamé sans aucun effort. Mais où sont Gawa, où sont les deux pavés, la Siaméa, à Sigaméa, petit à petit, on a réglé les problèmes d'inondation, la Sigaméa, qui est dans le quartier, oui. Mais pas Sigaméa, des quartiers, des quartiers, à Guiacom, à Bobo, comme, et tous ces quartiers-là, qui est juste le grand marché de Lomé, qui sont des quartiers aujourd'hui totalement inondés et totalement sales. Ne serait-ce que l'argent qu'on récolte au grand marché, on peut assainir tous ces quartiers-là. Mais le ministre là, qui est le ministre de l'administration territoriale, la gouverneure, la directrice du grand marché, ils se réunissent régulièrement, ils partagent l'argent. Donc c'est eux qui appellent maintenant les maires pour venir s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Les maires vont faire quoi? Les maires, à la limite, comme je l'ai dit, ils peuvent construire des gymnases, ils peuvent aménager des places dans les écoles pour accueillir les gens. Encore que, il faut voir les établissements scolaires. Mais pas tous les établissements scolaires dans les quartiers, mais c'est des établissements qui sont en délabrement. Oui, et Boka, ben, Soukou, et distribue les filles, Boka, ben, Soukou, mais Soukou, Bakike, oui. Oui, et moi, et Blanco, mais Soukou, les Tozo, Kaleba, et Soukou, Antoine, Baba, mais. Et Soukou, Bakike, oui, donc, on a logé avant le Soukou, mais attention. Oui, Atiba, Kagoulou, Soukou emblématique, les fous, Amero, Soukou, les fous, bâtiment, Bakike, oui. Donc, les établissements, même les écoles, même, ne sont même pas en mesure de recueillir les gens si on doit aller loger les gens aujourd'hui dans les écoles. Encore que nous sommes en année scolaire, on peut pas aller déloger les élèves et aller loger les populations qui sont inondées. Donc, on est dans une catastrophe totale. Sans oublier, il y a toutes les maladies qui vont surgir. Parce que, on parle que l'homme produit, l'homme est sale. Donc, il y a toutes les eaux, les déchets, à mon puisa, et nous, qui ont les quartiers, et comme à mon forage, mais si, à mon balai, vous devez me si, les habits, compagnie, qu'on a pas tout en moi, vous devez vous contaminer, et tout ça. Vous imaginez ce qui se passe dans le pays? Vous imaginez? Un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans, ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, cliquez, téléchargez, et découvrez la vérité. Parfois tu en as marre, quoi. Paludisme, avec tout ça là, mais pas seulement le paludisme, pas seulement le paludisme, toutes les maladies infectieuses. Nous, on entretien, vous devez les contaminer, nous, on entretien intime, la fièvre typhoïde. À mon écoute, on est juste pour des petites histoires, les AVC, les maladies nosocomiales, tout ça. Et nous, qui ont environnement, c'est le cadre de vie qui tue les gens en réalité. Bon, les gens qui sont de un certain âge, au bon quartier, les vieux quartiers là, il y a encore des personnes âgées dans ces quartiers, les Amoutiévé, Bazadi, Nicolas, quand tu viens qu'on peut l'homme avant, Amiga où les quartiers, Amiga où les fragiles, aussi bien, les vieilles personnes sont fragiles. Donc, à moi, je veux dire, voilà, c'est pas bien, AVC, quoi, et crise virale, quoi, tout ça, c'est un génocide qui ne dit pas son nom. C'est pas possible. Monsieur, bonjour. Vous avez une question?
Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, M. Ferdinand. Bonjour à tous les panélistes. J'avais une question à poser à M. Ferdinand. Oui, allez-y. Ferdinand, comment on peut comprendre que quand nous prenons par exemple le professeur Klasso, l'actuel président de l'Assemblée nationale, c'est un spécialiste en assainissement, il est professeur en hydrologie. Comment on peut comprendre qu'il a été premier ministre, mais il ne propose pas à son patron que et on continue par construire leur retenue. Donc je pense que c'est leur retenue dans notre pays de la Tibanova que les retenues n'ont pas une solution durable pour occuper l'inondation à l'Écosse. Merci, M. Freeman. Il serait intéressant que vous partagiez les articles de Klasso qui remettent en cause les retenues d'eau avec nous. Ce serait intéressant si c'est dans cette mémoire ou dans ces articles. Parce que vous voyez, c'est des gens qui ont été aux responsabilités, mais qui sont des universitaires. À force de faire la politique, les gens oublient même que Klasso était un universitaire. Vous voyez, à force d'être toujours présent dans la politique, de lire les motions, de d'ici, les gens oublient que Klasso était un universitaire. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ses compétences d'universitaire au niveau du régime, au niveau de son parti? Absolument rien, c'est pas sa préoccupation. Parce que lui, il vit dans un quartier où il n'a pas de problème d'inondation. Vous avez remarqué quand même que à chaque fois qu'on nomme un ministre au Togo, il quitte son quartier et il va à la caisse. S'il est à Toti, il quitte Toti, il va à la caisse. S'il est à Edjanao, il quitte Edjanao, il va à Toti. S'il est à Baguida, il quitte Baguida, il va à la caisse. Tous les ministres aujourd'hui sont à la caisse. Ou à la cité du Millénium, ou à la cité Ouya. Donc ils ne sont plus dans les quartiers pour vivre ce que les gens vivent dans les quartiers. C'est quand même incroyable. Vous prenez une ville comme Baguida, puisque Baguida c'était une ville, c'est une capitale. Les gens oublient aussi ça. Baguida c'est la toute première capitale du Togo. Comment vous pouvez imaginer que la ville de Baguida, depuis l'indépendance, n'a pas une seule rue bitumée au Togo? Baguida, c'était ce fut une capitale du Togo. On nous demande les capés. Et moi, les capels et Baguida. Et moi, les capels. Et pourtant, on ne peut pas comprendre ça. Donc, les Klasso, eux, ils sont là juste. Mais il y a plusieurs compétences au Togo. Est-ce que... c'est pour ça que je vous parle de vision. La vision, elle est portée par celui qui est à la tête du pays. C'est lui qui rassemble les experts, qui dit, face à ce problème, je veux tant. C'est ce que le Béninois fait. Le Béninois, c'était un homme d'affaires. C'est pas un joint plan. Tu vois, tu es financier, allons chercher l'argent. Vous êtes ceci, faites ça. Et puis on donne les directives, on suit les travaux, et puis on réalise. Aujourd'hui, on m'a envoyé hier des images du quartier de Bawara, qu'on appelle Kofi Panou, dans la zone de Kofi Panou. Il y a des travaux qui sont abandonnés là-bas depuis des années. Et quand il a plu, c'est devenu comme une rivière. Puisque on leur donne, au coup à niveau, on a deux mois, à Fouaton, c'est des tombes. C'est comme aussi à Benyedi, tout ça. Donc, Bawara a quitté le quartier, il est à la caisse depuis. Il est à la caisse. Il vient juste là-bas pour regarder sa maison, mais il est parti rester à la caisse. Donc, à un moment donné, tous les Togolais doivent envahir la caisse, la cité Millénium pour les déloger là-bas, pour qu'ils viennent revivre dans les quartiers. C'est ça. Donc, les gens ne peuvent pas être dans les quartiers en train de mourir, et les dirigeants sont dans leur quartier là-bas à la caisse. Et vous savez qu'à la caisse, ils ont tout là-bas. Ils ont leur supermarché là-bas, ils ont leur hôpital là-bas, puis il y a une unité de Dr Lafia en miniature qui est à la caisse là-bas pour soigner les barons. Ils ont leur château d'eau, ils ont leur système d'électrification là-bas. Donc, tout ce qui se passe dans le reste du quartier ne les regarde pas. C'est tout. Ils ont Ranco à la caisse, ils ont Champion à côté du cité Millénium, ils ont leur restaurant là-bas, ils ont tout dans le quartier là-bas. Donc, le problème, comme le frère vient de le dire, Freeman, il y avait des quartiers qui n'étaient pas inondés à Lomé. On a juste construit les bassins de rétention et les quartiers sont inondés. Ça veut dire que les bassins de rétention, c'est une mauvaise idée. Mais pourquoi on a multiplié dans les quartiers? Parce que ça nourrit une corruption. Mais c'est bien. On a tout bassin de rétention, on a 2 milliards, 3 milliards, alors que le bassin de rétention a peut-être à 500 millions, on a sur dans un amélé. On sort dans un amélé. Quand on finit de construire le bassin de rétention, après on va vous dire il faut entretenir le bassin. Et on va marcher les gens sont amélés. Après on va le motopompe, on va le pomper ici. Amélé, on va le motopompe, et on va le facture là. C'est ce qu'ils sont en train de faire dans le pays, c'est la corruption. C'est la corruption totale. Oui. Donc c'est des gens qui n'ont aucune vision, ils sont là sur chaque projet, eux, leur réflexion, combien on va manger dedans, qu'est-ce qu'on va gagner, quelle commission on va avoir. Et c'est pour ça qu'ils multiplient des projets aléatoires comme ça.
Madame Kassa, qui a été ministre des Travaux publics, qui a été d'ailleurs même à la DCNP, avant de devenir ministre, sous lequel il y a eu de mauvais travaux, c'est elle qui est devenue gouverneur de la ville de Lomé. Et c'est eux qui appellent les maires pour venir s'asseoir pour dire qu'ils cherchent solution au problème d'inondation. Alors que c'est eux qui ont créé ces problèmes-là. C'est ça la réalité. Et quand ils ont fait cette réunion-là, au niveau du ministère de l'administration territoriale, vous avez vu le ministre de l'urbanisme? Non. Est-ce qu'il était là? Non, il n'était pas là. Non. Est-ce que vous avez vu au cours de cette réunion des urbanistes, des architectes, des hydrologues? Non, ils ont rassemblé les maires. C'est les maires qui ont la solution. Non, quand il y a un problème, c'est les spécialistes qu'il faut rassembler d'abord pour réfléchir. Justement, c'est pour vous dire que vous manipulez, c'est pour faire croire que... Oui, c'est de la com. C'est de la com. Exactement. C'est pour faire croire. Il ne revenait même pas au ministère de l'administration territoriale. S'il y a réunion à convoquer cette réunion, c'est le ministère de l'urbanisme. Et qui devait convoquer la réunion. Donc, le ministère de l'administration territoriale, finalement, il est multifonction, il se mêle de tout et de rien. C'est du n'importe quoi. Elle leur jamais donné tes pères avec ça, mais oh non, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, mon frère Freeman, voilà la réponse. Classou a été Premier ministre 5 ans. C'est maintenant qu'on est en train de bitumer une seule rue à Notien. Notien aussi, il n'y a aucune rue bitumée à part la nationale numéro 1. Il a été Premier ministre pendant 5 ans. Il faut laisser ces gens-là. Je me demande, c'est tellement... Monsieur Milaoué. Freeman. Ok. Est-ce que tu es dans le canal Telegram de Djitro ou bien de Milaoué? Ça fait partie. Je suis dans le canal Telegram. Il faut nous envoyer les articles de Classou qui remettent en cause les retenues d'eau. Et on va lui balancer ça à la figure. C'est ça. Il faut prendre les gens à leur propre mot. Oui, c'est pas normal. Il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il a convoqué une réunion d'urgence de tous les acteurs pour leur demander des comptes en tant que président de l'Assemblée nationale, en convoquant les députés pour poser la question pourquoi depuis 20 ans, alors qu'on a débloqué des milliards et des milliards, on a les mêmes problèmes d'inondation à Lomé et que c'est pire aujourd'hui qu'avant? Est-ce qu'il fait ce travail-là? Et pourtant, il sait très bien, il est spécialiste, comme vous l'avez dit, en assainissement. Mais il est à la tête de l'Assemblée et tout ce qui l'intéresse, c'est de faire des gros discours et de dire 1000 fois le PC, il a une vision, le PC. Après ça, eux-mêmes, ils n'ont rien dans la tête. Franchement, c'est terrible. Oui, c'est ça le problème. Enfin. Et monsieur Agbam. Je voulais poser la question. Pourquoi est-ce que lorsque au Togo, il y a tous ces ministres-là qui sont en train de faire le doctorat d'argent, tous ces gens-là qui commencent des travaux, qui creusent mais qui ne finissent jamais, mais on n'a pas, et qu'il n'y a personne pour les tenir responsables pour tout ça. Et que tous les ministres, pas d'exception, parce que dans tous les secteurs, il y a la corruption. Et il n'y a personne du tout au Togo pour les tenir responsables de cette corruption-là. Je me pose la question. Aïssa, pour trouver une réponse à ta question, pose-toi la question de savoir qui prend les commissions sur les marchés. Si ceux qui prennent les commissions sur le marché sont les décideurs ou ceux qui doivent sanctionner, donc personne ne pourra être sanctionné. C'est ça le problème. Si celui qui est à la tête du pays, il prend des commissions sur tous les marchés et il va sanctionner personne. C'est ça le problème. C'est ça. Donc, ça fonctionne comme une mafia. Tu vois, une mafia, il y a un chef de gang. Et il y a les serviteurs de la mafia. Cartel, c'est le mieux. Cartel, c'est le mieux. C'est le cartel, c'est ça. C'est le cartel. Et c'est le résultat. Et quand vous avez un système qui fonctionne comme une mafia, c'est le résultat qu'on a eu. C'est ça, tout le pays aujourd'hui dans la catastrophe. C'est la déliquescence totale. Hein. C'est la déliquescence de tout le pays. Ok. Amessou, t'es revenu? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour notre grand frère bien-aimé, M. Ferdinand. Bonjour M. Karl. Bonjour. Grand frère, s'il vous plaît, moi j'ai fait ma vie au Ghana. J'ai su quelque chose au Ghana au niveau des partis politiques d'opposition qui sont contre le gouvernement d'NDC dans le passé et au gouvernement du MPP aussi dans le passé. Qu'est-ce que ces opposants-là font? Ils dénoncent tous les actes que le gouvernement actuel pose en ce moment-là. Par exemple, aujourd'hui, nous avons le MDC qui est au pouvoir et chaque matin, ce que nous voyons, c'est sur des panels différents, des débats contre les deux partis, le parti au pouvoir et l'opposition. Et l'opposition nous donne des chiffres, nous donne des
comment je peux dire ça, des preuves sur les dépenses inutiles du gouvernement. Mais nous, aujourd'hui, pendant plusieurs années, par exemple, vous avez parlé de ces rétentions d'eau là. Mais nos partis politiques au Togo, qui sont des partis d'opposition, ils n'ont jamais fait quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a un problème? Parce qu'ils nous parlent de leur charte. Moi, je ne comprends pas le mot charte là d'un parti politique. Ils nous parlent que de leur charte, ou bien ils nous disent des fois que c'est leurs partisans qui disent que oh, c'est pas, l'État ne leur donne pas la chance de dénoncer certains actes que le gouvernement pose au pays. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Si vous pouvez nous aider, s'il vous plaît. Merci. Merci, Carl. Non, je pense que dénoncer, c'est pas trop compliqué. Il faut aller chercher les éléments. Par exemple, nous sommes sur le panel de Ditrémy là, ouais. Si les deux là tout à l'heure, ils veulent aller chercher l'attribution des marchés des bassins de rétention à Lomé, ils vont tout à l'heure dans les bases de données, ils vont trouver tous ces marchés-là. Ils vont trouver à qui on a donné ces marchés, le coût des marchés, s'il y a eu des avirons, ils vont les trouver, parce que c'est des marchés qui font l'objet de publication, hein, c'est public. Si vous allez dans les bases de données tout à l'heure, le marché, le bassin de rétention de Todman, vous allez trouver ce marché-là, combien ça a coûté. Le bassin de rétention de Soviété, vous allez trouver ça. Le bassin de rétention de Carrefour Douane, comme vous allez trouver ça. Le bassin de rétention d'Agbalépé, vous allez trouver. Le bassin de rétention de Huiti, je pense bien vous allez trouver ça. Le bassin de rétention de Zanguera, en allant vers Zanguera, vous allez trouver ça. Et Sebo aussi, vous allez trouver. Donc, c'est un travail de fond qu'il faut faire. Peut-être que, bon, au niveau de certains partis politiques, les gens n'ont pas des cellules qui font régulièrement ce travail-là. Parce que c'est un travail qu'il faut faire, il faut des gens disponibles pour faire ce travail-là et confronter le régime et le mettre en difficulté. Bon, nous, les journalistes, on fait une partie. Il y a ceux qui ont aussi créé aujourd'hui des panels comme les Mila ou Ditri, qui font aussi une très très grande partie. Il faut que au sein des partis politiques, on en fasse davantage pour mettre le régime en difficulté. C'est ça le problème. Aujourd'hui, s'il faut qu'on sorte les chiffres sur les bassins de rétention, tous les milliards qu'on a engloutis dans les bassins de rétention, avant d'avoir aujourd'hui des problèmes, il faut que ce soit aussi le travail des partis politiques. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale, comme ceux qui sont en dehors de l'Assemblée nationale, ils ont assez au dossier. C'est à eux de les sortir. Voilà, c'est la réponse que je peux apporter. Maintenant, est-ce qu'ils ont des cellules, est-ce qu'ils ont des petites cellules dans les partis politiques qui réfléchissent sur les infrastructures? Parce que je suppose que dans chaque parti politique, il doit y avoir des commissions chargées des infrastructures et de l'urbanisme. Parce qu'un parti politique, c'est une organisation qui aspire à gouverner le pays demain. Et dans ce parti politique-là, il doit y avoir une cellule qui s'occupe de l'économie, une cellule qui s'occupe de l'éducation, une cellule qui s'occupe des infrastructures, une cellule qui s'occupe de la santé. Et quand le président du parti a besoin de réagir, ce sont les cellules-là qui fournissent au président les éléments factuels, en disant, ah, monsieur le président, au niveau des infrastructures, voilà les financements qu'il y a eu, voilà comment les travaux ont été bâclés, vous pouvez argumenter comme ça pour mettre en difficulté le régime. Bon, est-ce qu'il y a de ces cellules-là qui fonctionnent normalement dans les partis politiques? Encore faut-il que les partis aient les moyens, je ne crois pas. Voilà toute la difficulté qu'on a. Merci beaucoup. Et de fouiller, ouais, mais c'est ça. C'est dommage quand même. C'est vraiment dommage. Il est dommage. Il est dommage. Mais bon. Et pour finir, je voulais encore une fois vous remercier. Que Dieu vous protège votre famille. Merci beaucoup. Mais ce qui se passe chez nous, c'est terrible. Même les Paul Lumeroula, ils vont se dire, mais c'est les Simero. Dans tous les quartiers, les gens n'ont pas où dormir. Mais on est dans une catastrophe. Et on est au début de la saison pluvieuse. On est dans une catastrophe totale. Et si que on y a maintenant quartier on qui coule ton bateau vous devez si vous voulez quartier coule ton bateau qui kaso ita comme vous devez si vous voulez donc vous devez et puis vous devez il a tout sur bord parce que c'est entre la mer et la lagune donc vous devez on le met qui les pour on les contaminé par le ruissellement des eaux salées tout ça donc il y a tellement de maladies que les gens vont ramasser les enfants c'est terrible hein. C'est terrible. J'ai mis la main sur l'article de Classou. Ah, super. L'article qui fait 12 pages. Bon, en fait, super. Voilà, ce que j'ai pu avoir, normalement, voilà, j'ai eu un résumé de 12 pages de son article là. Donc, c'est intéressant. Tu le partages avec moi demain, je vais le soumettre un peu. Je t'ai déjà envoyé ça, déjà. D'accord, super, merci.
Ça, c'est ce travail qu'on doit faire. C'est-à-dire les prendre à leur propre mot, à leur propre turpitude. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Parce que là, c'est inacceptable. Mais au point où beaucoup investir et infrastructure au Togo, mais 60% de ces fonds, 70% ont été détournés. Et ils ont fait des travaux bâclés. C'est tout. Ça va poser question pour pouvoir avancer sur ce sujet en référence à la question de Karl en disant qu'il y a eu des contradictions, en tout cas ayant contre-pouvoir sur l'action en tout cas que les politiques d'affaires ont contre-pouvoir sur l'action publique. Moi, je veux dire aujourd'hui, est-ce qu'au sein des mairies, de quelque bord que ce soit, il n'y a pas des urbanistes, il n'y a pas des cellules techniques qui réfléchissent sur la chose en dehors du fait qu'on dit qu'il doit y avoir une sensibilisation, une prévention, est-ce qu'il n'y a pas des agents techniques qui ont travaillé sur le sujet pour qu'ils puissent se fédérer au sein et proposer un nouveau plan d'urbanisation au ministère? Moi, c'est un peu ça aussi ma question, parce que quand on dit, tu l'as assez bien dit tout à l'heure, c'est une arnaque l'urbanisation, mais aujourd'hui, c'est eux qui sont devant de la chose, c'est eux les premiers concernés. En cas de sinistre sur un territoire, avant même que le pouvoir central le descende, c'est l'administration locale qui descend. Donc, est-ce qu'en fait, on peut proposer des faits de technique? Non, Junior, cette décentralisation, c'est une anarchie. Moi, je l'ai toujours dit, les gens m'ont insulté. J'assume jusqu'aujourd'hui. Je l'assume toujours. On ne décentralise pas une dictature. C'est pas si tu comprends. On n'a jamais décentralisé une dictature. Très bien, c'est là où je voudrais. À partir du moment où votre analyse a bien, en fait, pardon. À partir du moment où des responsables politiques eux-mêmes disent que nous sommes dans une dictature, mais on ne décentralise pas une dictature, parce que la dictature, par définition, est un pouvoir centralisé. Donc, parce qu'ils étaient sous la pression de l'Allemagne, surtout de la communauté internationale, pour faire la décentralisation, ils se sont dit, bon, on va faire la décentralisation à notre manière. Moi, j'ai déjà vu ça au Cameroun. Moi, j'ai été travailler au Cameroun. Le système camerounais et le système togolais sont les mêmes. Il faut étudier les deux systèmes. Donc, ils ont fait semblant de faire un peu, de lâcher un peu de pouvoir, mais ils n'ont jamais fait de la décentralisation. Ils ont fait un peu de déconcentration, c'est tout. Et donc, et c'est pour eux une occasion, quand ils sont interpellés sur leurs propres échecs, de déverser leurs échecs sur les mairies. Donc, en convoquant les maires, en fait, vous ne faites pas l'analyse plus loin. En convoquant les maires, le ministre de l'administration territoriale essaie de partager l'échec avec les maires. Merci beaucoup. C'est ça en fait le problème. En fait, ils convoquent les maires pour faire croire aux populations que c'est les maires qui sont responsables, alors que c'est eux, le pouvoir central, qui sont responsables. Donc, ils déchargent, ils partagent leur échec avec les mairies en fait, alors qu'ils n'ont jamais donné les moyens aux mairies de faire leur travail. C'est ça le débat. C'est ça la réalité du débat. Donc, c'est pour ça qu'il ne fallait pas rentrer dans leur jeu là. Vous voyez? Donc, les mairies que vous voyez là, ils n'ont aucun moyen de faire quoi que ce soit. Mais il y a eu des mairies qui n'ont même pas pu adresser des simples rues, donner des noms à des simples rues. On leur a interdit ça. Mais ils vont faire des routes? Ils vont faire des caniveaux? Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mais dès qu'il y a un problème, ils partagent le problème avec les mairies en disant, oui, monsieur le maire, venez, ça c'est aussi de votre responsabilité. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est un jeu très cynique. C'est un jeu très cynique. C'est dangereux, hein? C'est très dangereux. Oui, c'est un jeu très cynique. Oui, parce que l'image que le ministère de l'administration territoriale renvoie à l'opinion en convoquant les maires, il fait croire que c'est les mairies qui sont responsables. Mais les mairies ne sont en rien responsables de ce qui est en train de se passer. Parce que le plan d'urbanisation générale de la ville de Lomé, le pouvoir central qui le pilote, c'est pas les mairies. C'est pas les mairies. C'est ça la réalité. C'est ça, malheureusement. Je peux rebondir sur cet aspect, s'il vous plaît? Vas-y. Merci beaucoup, merci. Beaucoup de choses ont été dites par le grand frère Ferdinand. Et moi, je vais me permettre de rebondir sur quelques aspects. Concernant la question des inondations, souvent, moi, je vois des gens sortir pour dire que oui, c'est mieux le civisme, les gens jettent les sachets plastiques et tout ça, tout ça. En fait, ce discours-là aussi, oui, on doit l'arrêter parce que c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est archi faux. C'est faux. Archi faux. C'est un détournement du régime. C'est faux. Voilà. Donc, les caniveaux, c'est le bassin de rétention qui déborde aujourd'hui. Ça veut dire que les caniveaux arrivent quand même à canaliser les eaux vers les bassins de rétention. Donc, ce n'est pas une question de le boucher, non, ça c'est quelque chose qu'on doit arrêter dans les discours que les politiques tiennent et qu'on envoie au visage de la population. Seconde chose, concernant la question... Sur cet aspect, mon frère, si on a une ville assainie, comme on a aujourd'hui Cotonou, où
on a fait des caniveaux aux normes. On a fait des trottoirs qui sont bitumés ou qui sont pavés. On a planté des arbres. On a mis, comment on appelle ça, les poubelles où les gens mettent les ordures. Quand il pleut, qui va boucher les caniveaux? Personne. Mais est-ce que les caniveaux qui sont à la caisse ou à la cité du Millénium sont bouchés? Il y a les caniveaux à la cité Olia. Il y a les caniveaux à la résidence de la caisse. Il y a les caniveaux à la cité du Millénium. Est-ce qu'ils sont bouchés? Ils ne sont pas bouchés. Pourquoi? Parce que il y a des poubelles, les caniveaux sont bien construits, il n'y a pas le sable qui rentre dans les caniveaux, le sable qui quitte le trottoir qui rentre dans les caniveaux parce que les trottoirs sont bitumés ou sont pavés et tout et tout. Donc, eux, ils n'ont pas de problème de caniveaux là-bas. Ça veut dire que si on prend un petit quartier comme hôpital, le quartier de l'hôpital, et on fait les voies, on fait les caniveaux, on canalise l'eau, on plante des arbres, on met les poubelles, mais dis gars, caniveaux, les poubelles en boucher. Parce qu'on aura appris aux populations à vivre dans un cadre de vie assaini. Où le gars, c'est que quand j'ai des poubelles, on vient ramasser les ordures, quand il y a des trucs, je les mets dans les poubelles publiques et puis voilà, on ne bouge pas les caniveaux. Mais quand il n'y a pas de cadre de vie, les missions à moitié V, quelqu'un soit continue à copier, mais 70% des maisons n'ont plus de WC. Mais c'est bien, 70% des maisons n'ont plus de WC fonctionnel. On badou toilette. Donc les gens vont dans des WC publics où les gens font leurs besoins dans les sachets et ils en vont dans les caniveaux parfois. Mais si vous avez assaini l'environnement, vous faites un projet pour sensibiliser les gens à avoir des toilettes dans les maisons, mais demain, personne ne va jeter quelque chose dans la rue. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et donc, aujourd'hui, ce qui importe aux gens, c'est d'entretenir les WC publics. Alors que l'objectif, c'est de bannir les WC publics. L'objectif de l'assainissement dans une ville, a priori, c'est de bannir les anciens WC publics qui sont dans les quartiers. Et donc, pour bannir les WC publics qui sont dans les quartiers, il faut aider les populations qui n'ont pas de WC dans leur maison à construire des WC des plus arts. Ça doit être l'objectif. Ça doit être l'objectif en réalité. Donc, et moi, gazé public, quelqu'un quand je viens comme depuis 1900, à moi, on a entretenu gazé public, alors que normalement, gazé, on l'a neutralisé, on l'a fait disparaître. Nous, on l'a fait disparaître, gazé, on a le corps, mais il faut aider les gens qui ont les maisons, qui n'ont pas de toilettes, à construire des toilettes dans la maison. Ça veut dire quoi? Quand on fait passer les services d'hygiène dans toutes les maisons, les services d'hygiène, s'il y a un service d'hygiène, on l'a à obliger à monsieur là tout gazer avec un puissant et tout. Mais amenez-nous au gazer il sera sanctionné. Donc, un million assurance, même si vous gazez le barou, il y a surtout des WC publics. C'est ça la réalité. Nous, on a signé écoute, si on a une toilette, nous, on a cigare, mais écoute, on a fait une toilette. À ce moment-là, on les doit merveiller, on a signé une toilette. On doit dire, écoute, on a signé, on a besoin, on a la besoin dans l'anglais. C'est parce qu'il n'y a pas de cadre de la série. C'est ça la réalité. Ok, maintenant, pour répondre à Angèle Junior sur la question du schéma directeur. En fait, il y a 2 ans, on était en contact avec les spécialistes du district autonome du Grand Lomé. C'est eux seuls qui ont la compétence pour dessiner un peu les schémas directeurs. Et on nous expliquait que les schémas directeurs qu'ils ont au Togo datent de la période coloniale. Donc, c'est maintenant qu'ils sont en train de mettre à jour. C'est-à-dire que c'est en quelle année? Ça doit faire 2 ans, ça fait 2 ans ou 3 ans. La dame elle a fait une intervention sur une chaîne, et puis la vidéo était sur YouTube. Moi, je l'ai confrontée. Donc ça veut dire que le plan, là, le schéma directeur qui date de l'époque coloniale est toujours en vie. Mais c'est ça. J'ai les cours aujourd'hui pour vous les partager si vous voulez. Ça date de la période coloniale. Je l'ai dit en introduction. Je l'ai dit que le schéma directeur date de l'époque coloniale. Et donc, vous voyez que quand ils ont commencé par mettre à jour ce schéma directeur, c'est en ce moment qu'ils ont dit que Lomé était engorgé et qu'il fallait envoyer des personnes, il fallait développer la ville verte pour Mekoto. C'est à ce moment que c'est pour ça que vous voyez qu'on a commencé par créer, je vais dire une ville, mais reconstruire des logements sociaux il n'y a pas très longtemps. C'est grâce à ce schéma directeur qu'ils ont commencé par mettre en place le développement de Koumé, etc. Donc, le schéma directeur qu'on a actuellement, c'est d'abord caduc. Maintenant, le nouveau qu'on a proposé, le SDO qu'on a proposé nouvellement, ça devait être adopté en décret. Mais depuis, là, le décret n'est jamais sorti. Donc, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est là en attente, qui doit mettre à jour ce qui était existant, mais qui n'a pas été adopté en décret. Donc, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui doit signer. On ne sait pas qui doit signer et où est-ce que... Et troisième chose,
il y a de cela 2 semaines, ou maximum 1 mois, on a mis en place je pense que ED, tu as un problème, tu reçois un appel. Non, c'est bon là. Ah oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Il y a de cela 2 semaines, on a mis en place l'Institut géographique national, l'IGN. C'est ça qui conditionne en réalité les études de géographie, l'aménagement et tout. Donc ça voudrait dire que depuis la période coloniale, ou depuis 20 ans où le pharaon a pris le pouvoir, et les 38 ans que son père a été au pouvoir, on n'avait pas cet institut-là en place. Donc aujourd'hui, on est face aux conséquences de cette non-planification-là. Donc c'est maintenant qu'on met en place cet institut géographique national qu'on va essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'on a. Donc tout ce temps qu'on a passé sans l'institut géographique national, ça voudrait dire que tout a été fait dans l'improvisation. Donc, conséquence directe, et le point de il n'y a pas de magie, ce sont les conséquences. Et pour finir, je vais terminer sur la question de Classo, qui est bardé de diplôme, qui est docteur ou professeur en géographie, mais on a eu des situations catastrophiques qui se passent. En fait, tu as beau avoir toutes les qualifications de ce monde-là, toute la documentation, tout ce que... Quand tu n'as pas exercé, quand tu n'as pas pratiqué, tu ne peux pas trouver des solutions quand on te met devant les faits concrets. C'est pour ça que quand Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire, quand l'autre est arrivé au Bénin, il est parti chercher les spécialistes ivoiriens, les spécialistes béninois qui sont à l'étranger, qui ont travaillé dans ce domaine-là, pour s'entourer d'eux et contrôler les actions, le travail qu'on fait. D'accord? On ne peut pas dire que le professeur Classou, qui a eu son diplôme, qui a eu son doctorat en quoi, mais n'a pas vraiment exercé et trouvé des solutions concrètes, va nous résoudre le problème. On n'ira nulle part avec ça. C'est-à-dire, on aura des choses, on aura beaucoup de solutions devant nous, mais on ne saura pas la réelle, la bonne, parce qu'on n'a pas eu à pratiquer. C'est ça le problème qu'on a. Et comment on refuse de s'entourer des compétences parce qu'ils ne sont pas de notre parti, bien ils vont, voilà, déjà avec méfiant. Voilà l'état dans lequel on sera. Donc voilà les choses que moi je vais rajouter. Je vais me permettre de vous partager les informations concernant le délit d'eau qu'on a mis à jour, mais qui n'a pas été adopté par décret, parce que c'était la période où on faisait les changements de constitution, il y avait tellement de choses au niveau du PC, et il y avait d'autres temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui on a un SDO qui doit être mis à jour, mais qui n'a pas été adopté. Et j'étais en communication avec les spécialistes du district autonome du Grand Lomé qui expliquaient pourquoi on a ces problèmes-là actuellement. Merci beaucoup. Merci au grand frère Ferretina pour toutes ces explications. Et j'espère avoir apporté quelques éléments de réponse. Merci. Je vais descendre. Merci. Ok. Merci. Folie, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour le grand frère Ferdinand. On va se regarder le fait que vous participez à moi. Personnellement, je n'ai pas de questions, juste dire au grand frère Ferdinand que j'ai été bloqué sur son compte. Je pense que c'est fait par erreur. Donc, c'est de lui dire de voir les numéros afin qu'on puisse le débloquer, en fait. C'est plus simple que je suis monté. Monter, les on est bloqué, on tire monter. Sérieux, Je ne sais pas trop, mais je vais voir avec les modérateurs. D'accord, merci. C'est quel compte, s'il vous plaît? C'est Folie ou Trévi le loup. Je vais dire ça. D'accord, merci beaucoup. Oui, Freeman, tu voudrais... Je peux descendre, hein? Freeman, ton micro... Notre cher ami parlait, oui, de l'ancien SDO, et dans son développement, il disait que le nouveau est en cours, on n'a pas encore validé. Bon, ça là, c'est un commentaire. Moi, je voulais rebondir en disant que, est-ce que l'ancien SDO même là, est-ce qu'on a pu mettre ça en œuvre? C'est ça le problème. Même l'ancien SDO, si on avait pu mettre ça en œuvre, je crois qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Sinon, quand vous lisez l'ancien SDO, tout est bien clair dedans. Si on avait mis tout ça là en pratique, je pense qu'après l'inondation, on aurait résolu quand même. Sinon, si les gens de l'ancien SDO n'ont qu'à bien voir les trucs que les experts ont proposés en ce moment-là, tout a été clair dedans, mais on n'a pas mis en œuvre. On fait du colmatage, tout ça là, bon. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc, c'est ça que je peux ajouter par rapport à ce dont on parle. Moi, je vois ici, il y a un marché qu'ils ont passé sur, au niveau de la ville, drainage de la ville de Lomé, aménagement, 4e lac,
et assainissement des quartiers environnement. Un marché de travaux qui a coûté 199 999 946 francs CFA. Et en SAP qui avait passé ce marché-là. Et ben, finalement, presque 200 millions. Et qu'est-ce que ça a donné? C'est juste incroyable. Encore, est-ce qu'il y a d'autres marchés? Bon, après, je vais prendre le temps bien pour rechercher tous ces marchés-là. Pour savoir ce qu'ils ont fait avec ça. Allez, on continue. Et, je vois que bon, on a abordé. Ah oui, il y a Gattuso qui est là. Gattuso, oui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel. On te saisit. J'ai suivi. D'accord, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. C'est mieux? Oui, ça va. D'accord. Bon, je salue tout le monde et je salue tous ceux qui sont sur le panel. J'ai suivi une vidéo de Fonia Singbe hier et il parlait donc d'un prêt, en tout cas des financements au niveau de la Banque mondiale, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'inondation à Lomé. Je ne sais pas si vous l'avez. Les gens ont ressuscité ces vidéos-là. Et donc, avec ce qui se passe aujourd'hui, concernant ces inondations, si le Togo a bénéficié de financement de la Banque mondiale pour faire des travaux, afin donc de trouver une solution pour ce problème d'inondation, alors la question que se pose de savoir comment est-ce que après ces financements et après ces travaux, on puisse être dans une telle situation déjà fin mars, début avril 2026. Les financements ont servi à quoi? Et c'est là que je vais aborder la question sur un volet purement juridique. Si dans notre pays, on a pu faire des travaux grâce à des financements d'institutions donc internationales, qui est là aujourd'hui pour poser la question de la faisabilité ou non de ces travaux? Est-ce que Fonia Singbe, clairement aujourd'hui au Togo, il peut avoir des financements des institutions financières internationales et qu'à la fin, on ne sait même pas ce que ces fonds ont servi? C'est-à-dire qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut l'interroger pour savoir les financements dont tu parlais. Quels sont les travaux qui ont été faits et c'est quoi le résultat à l'Assemblée nationale? Si on est dans un pays normal, en tout cas dans un pays de droit ou dans un régime parlementaire comme ils l'ont dit, comme ils l'ont mis en place, cette semaine, on devait voir Fonia Singbe à l'Assemblée nationale pour les questions gouvernement sur le problème d'inondation, puisque il est le véritable interlocuteur. On doit lui poser les questions sur le problème d'inondation. Mais on n'a pas vu Fonia Singbe à l'Assemblée nationale. On a plutôt vu un ministre de l'Intérieur qui a convoqué des maires pour des problèmes dont ils ne sont pas, on peut dire, les acteurs, ils ne sont pas les acteurs donc de ce problème-là. Est-ce que Fonia Singbe devait être présent à l'Assemblée nationale cette semaine pour répondre aux députés concernant les problèmes d'inondation? Et donc, face à cela, qui est aujourd'hui, quel acteur qui peut contrôler les prêts que le Togo fait au niveau des institutions et comment trouver une solution à cela? Parce que si on peut faire des prêts, on ne voit pas des travaux, mais que le Togo doit continuer à payer pour ces prêts-là, où va-t-on? Où va le Togo? Fonia Singbe, il est finalement l'alpha et l'oméga et on se complète dans ça. Comment est-ce qu'on va régler ce problème-là pour que au moins les prêts qui ont été déjà faits par le passé et dont les travaux n'ont pas été faits, pour qu'on ne nous donne plus de prêts pour le futur? Parce qu'on sait que les travaux ne se feront pas. Quelles différentes actions on peut mener pour arrêter cette hémorragie? Voilà moi ma question aujourd'hui. Parce que si on peut faire des prêts, si Fonia Singbe lui-même peut parler des vidéos et qu'à la fin, on ne voit pas les travaux, mais qu'il n'y a pas non plus des questions pour qu'ils nous répondent à quoi servir ces prêts-là, il faut qu'on se pose concrètement des questions pour que la dette ne soit plus encore alourdie plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà ma question. Oui, Gattuso, merci. Déjà, sur le contrôle
le contrôle des prêts. Et tu sais, vous savez, dans un pays, c'est l'Assemblée nationale. C'est le Parlement qui contrôle l'action du gouvernement. D'accord? Et c'est lui qui vote les lois des finances, les lois d'emprunt. Voilà, c'est lui qui autorise, normalement, c'est l'Assemblée nationale qui autorise le gouvernement à s'endetter dans certaines limites. Hein, c'est ça, le contrôle de l'exécution budgétaire et tout. Mais vous savez très bien que le Parlement, l'Assemblée nationale, est contrôlé par qui nomme les députés au Togo, qui nomme les sénateurs au Togo. Donc, aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé qui détient tous les pouvoirs, en fait. D'accord? C'est lui qui détient le pouvoir. S'il faut aller emprunter au niveau du FMI, la Banque mondiale, China Bank, un peu partout, c'est lui. Donc, il n'y a personne aujourd'hui pour contrôler Faure Gnassingbé, à part Faure Gnassingbé lui-même. Tu vois? C'est ça. Il n'y a personne aujourd'hui pour le faire. Tu vois, c'est ça. En plus, la FMI, en plus, la FMI s'en fiche. Lorsque vous prenez une dette et que vous ne payez pas, pour eux, ils vont s'acquérir des institutions, ils vont prendre certaines choses qui appartiennent au Togo, parce qu'une dette, si tu la prends, tu dois la payer. Et si tu ne la payes pas, ils savent quoi prendre au Togo. Et c'est les Togolais qui en perdent. Ce qui se passe, c'est que quand le Togo fait des prêts, que vous êtes dans l'incapacité de rembourser la dette, c'est ce qui se passe, que le FMI va vous demander déjà, si vous faites ça auprès de la Banque mondiale va vous demander d'aller voir le FMI. Donc vous allez prendre l'argent auprès du FMI pour rembourser l'argent que vous avez pris auprès de la Banque mondiale. Et quand vous n'arrivez pas toujours à rembourser, le FMI va vous dire, alors maintenant il faut tout privatiser. D'accord? Au Togo, ce qui nous reste à privatiser, c'est l'UTB. Déjà, le FMI a déjà fait cette recommandation à l'État togolais de privatiser l'UTB. Le FMI va vous demander de privatiser la SN, la Société nationale des phosphates du Togo. Le FMI va vous demander tout ce qui reste, qui n'est pas encore privatisé. Le FMI va demander à l'État togolais de le faire, de privatiser tout cela si on n'arrive pas à rembourser. Mais donc, sur l'action, ceux qui contrôlent l'endettement, du retard à l'intérieur du pays, c'est le Parlement. Mais bon, on sait que le Parlement ne fera pas ça. Les députés togolais n'ont pas ce pouvoir-là pour faire quoi que ce soit, même en étant dans entre guillemets, dans un régime parlementaire. Et ce qui peut se passer, c'est que, comme je l'ai toujours dit, que les institutions de Bretton Woods, ils sont créés, ils sont là pour nous faire des prêts, nous endetter.